Une pomme par jour éloigne le médecin. Dis-moi, si vous savez la lancer très fort. Enfant, je n'arrivais pas à dormir. Il faut dire que lorsque je me couchais, ma mère, après m'avoir bordé et souhaité une bonne nuit, avait une habitude qui me dérangeait. Elle vérifiait par l'entrebâillement de la porte si j'étais éveillé. Le fait est que je ne voyais qu'une ombre distordue. Je ne la reconnaissais pas et cela me terrifiait. Et ironie du sort, c'était cela qui m'empêchait de dormir. Ce soir-là, j'avais finalement décidé de lui en parler. Elle m'avait rassuré en me câlinant. Et, au creux de son épaule, j'avais revu la silhouette. Je n'ai jamais voulu d'enfants. Je ne les ai jamais vraiment appréciés. Je ne suis pas à l'aise en leur présence, je l'ai toujours dit. J'aimais vivre seul. Même quand mon frère en a eu un, il ne m'intéressait pas trop. Bien sûr, j'allais à ses anniversaires et je lui offrais des cadeaux. Et il est peut-être vrai que j'ai pu ressentir un certain degré d'affection. Mais honnêtement, ça n'allait pas au-delà de ça. Je n'aimais pas vraiment cet enfant. Et le voir régulièrement n'altérait pas ma décision de ne jamais en avoir. J'ai fait des choix de carrière et d'investissement très intelligents dans ma vingtaine, de sorte que j'étais déjà à la retraite à l'âge de mes 35 ans. Je faisais quelques missions en tant que consultant dans mon ancienne entreprise de temps en temps, mais la plupart du temps, j'étais libre. Et peut-être que c'est pour cette raison que la vie, le destin ou l'homme barbu dans le ciel a cru que j'étais prêt pour cela. Quand mon frère et sa femme sont morts dans un accident, je suis resté avec la garde de mon neveu. Sa mère était une orpheline, et il n'y avait aucun membre vivant de la famille du côté de son père excepté moi. Et vu que j'étais un citoyen modèle, avec une bonne éducation et une excellente situation financière, j'étais le choix évident du système juridique. Bien que je n'aime pas l'idée d'avoir des enfants, je ne voulais vraiment pas envoyer mon neveu en foyer d'accueil. Donc, il y a 3 mois, je l'ai adopté. Étonnamment, ce n'était pas si mal. Il y avait beaucoup de problèmes au début, mais je m'y suis habitué. Nous passions la majeure partie du temps à jouer ensemble. Son jeu préféré est le cache-cache. La plupart du temps, je me cache et c'est lui qui vient me chercher. Je le laisse compter et je cherche une place pour m'y cacher. Il peut compter jusqu'à 10 en utilisant ses doigts. On s'amuse beaucoup. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Non, vraiment pas. En fait, parfois il fait des choses qui me dérangent vraiment. Comme il y a 3 jours quand je l'ai attrapé avec ses doigts à l'intérieur du pot à biscuits, une nouvelle fois. Je lui ai répété plusieurs fois de ne pas le faire. Cette fois je devais le punir. Je n'ai pas aimé le faire, mais on m'a dit qu'il fallait être strict avec les enfants. Il s'en est remis. Au bout d'un temps. Il a compris qu'il avait mal agi, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous jouons à nouveau à son jeu préféré. Mais je dois aller me cacher rapidement, car aujourd'hui il ne comptera que jusqu'à 8. Maman, n'éteins pas la lumière s'il te plaît. Chérie, c'est à cause de ce fichu film, pas vrai? Je savais que ton père n'aurait pas dû t'emmener le voir. T'es trop jeune pour ça. D'ailleurs, comment vous avez fait pour rentrer? La dame du cinéma m'a laissé passer, c'est tout. Mais... Maman, s'il te plaît, laisse ta lumière allumée. Je vais plutôt mettre une veilleuse, mon grand. Il n'y a rien dans ta chambre. Ces marionnettes n'existent pas, d'accord? C'est pas des marionnettes, c'est des animatroniques. Ouh. Marc, arrête. Alors comme ça on a les chocottes. Je croyais que le film faisait pas si peur que ça. Non, c'est pas vrai. Allez, il est temps d'aller se coucher. On va laisser ta veilleuse allumée et si Freddy débarque dans ta chambre, j'arriverai en un quart de seconde, ok? Dis pas de bêtises. Papa va tranquillement dormir et toi aussi, Jackson, tu vas dormir. Et personne ne viendra dans cette chambre. Tu me fais confiance? Oui. Super, t'es le plus courageux. Mouah. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit.
Et vérifie toujours tes portes. Marc, Oui, bon, ça va. Et voilà. Je suis tout seul. Plus qu'à survivre toute la nuit. Pas vrai, les peluches? Bah oui, vous parlez pas. Allez. Dodo. Qu'est-ce que c'était? Maman! Maman! Jackson, qu'est-ce qui se passe? Il y a Foxy dans le placard, je viens de voir ses yeux! Voyons voir. Rien. Tu veux qu'on regarde aussi dans le coffre à jouets? Mais je l'ai entendu, lui! Rien dans le coffre à jouets. Maman, il y Où avait... encore? Sous le lit? Rien sous le lit non plus. Maman, écoute-moi! Il y a eu un bruit dans le placard, un bruit métallique! Il y avait quelque chose, je te jure! Et ce serait pas ce ressort tombé métallique? Ressort qui traîne encore hors de ton coffre à jouets. Combien de fois je te l'ai dit? Les jouets, dans le coffre. C'est pas bien compliqué, Jackson. Maintenant, rendors-toi et laisse-nous dormir aussi. Il est déjà minuit passé. C'est bien trop tard pour un enfant de ton âge. Tu as école demain, je te rappelle. Cette histoire d'animatronique commence sérieusement à me fatiguer. Allez, bonne nuit, mon chéri. Super. Une heure du matin. Musique? Musique? Non, 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 non. Rien du tout. Rien du tout. Juste mon imagination. Juste mon imagination. 2 heures du matin. Il n'y a rien. Rien du tout. Tout ça c'est dans ma tête. Tout ça c'est dans ma tête. Imagination. Imagination. 3 heures du matin. Jackson. 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 Maman? Jackson? Maman? Oui, c'est maman. Maman? Maman? Mon petit Jackson, je me sens tellement mal. Mal? Pourquoi? Je me sens tellement mal de pas t'avoir cru. Tu avais raison. Quoi? Les animatroniques sont là. Et maintenant, maman est très mal en point. Il faut que tu m'ouvres la porte. Papa ne m'a pas défendu contre les méchants. Et maintenant ils en ont après moi. Maman, t'as l'air bizarre. Je peux pas... Jackson, Jackson, s'il te plaît, ouvre-moi. J'ai mal, j'ai mal. T'as mal où? Maman? Maman? S'il te plaît, ouvre-moi. J'ai mal. À la gorge. À la gorge. J'ai la gorge en lambeaux, Jackson. Et bientôt ce sera ton tour. Bientôt, ce sera ton tour. Et bientôt, ce sera ton tour. Quatre heures du matin. La porte! Sous la couette. Sous la couette. Ici, il m'arrivera rien. Sous la couette. Ici, il m'arrivera rien. Sous la couette. Par elle. Par elle. Par elle. Par elle.
maman a été méchante. Et maman en a payé les conséquences. Vous n'existez pas. Vous êtes dans ma tête. À l'intérieur de ta petite caboche, un eau chaud à l'intérieur. On serait tellement mieux tous ensemble dans ta chambre. Oh oui, ce serait fun. Personne n'entrera dans ma chambre. La clé. Et voilà. Oh non, Foxy. Jackson a fermé la clé. Comment va-t-on faire? Bonnie va défoncer la porte. Il a choisi la violence. Le coffre. C'est lourd. Bonnie s'est blessée la patte. Oui, oui, oui. C'est pas grave. Freddy va passer par notre porte. Non, 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 non. « 5 heures du matin. Voilà maintenant 48 heures que le petit Jackson a disparu. Ses parents témoignent. Après une nuit très agitée, il s'est mis à hurler sur les coups de 4 heures du matin. Et quand ceux-ci se sont réveillés pour aller le voir dans sa chambre, il avait disparu. Des déclarations à propos d'un film sorti au cinéma, Five Nights at Freddy's, ont été émises par le père lors de son interrogatoire. Les autorités n'ont pas considéré cette partie du témoignage. Les recherches pour retrouver le petit Jackson sont toujours en cours. Si vous avez la moindre information, contactez la police de toute urgence. Ce soir-là, il n'arrivait pas à dormir à cause du film. Il a supplié sa mère de laisser la lumière allumée. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Qu'on laisse cette fichue lumière allumée? Ça n'aurait rien changé. Vers 1h du matin, sa mère est entrée dans sa chambre, alertée par ses cris. Entre 2 et 3 heures, on dormait profondément. Puis il s'est remis à hurler vers 5 heures. Enfin, je crois. Puis quand on est entré, il avait disparu. Quelqu'un s'est introduit chez nous et nous a enlevé mon petit Jackson. Et tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, je ne fermerai plus jamais l'œil. Ce qui me déchire dans cette histoire, c'est que moi aussi je suis persuadé d'avoir entendu des bruits dans le couloir. Des bruits métalliques. Et j'avais promis à mon fils de venir à son secours si ça arrivait. Mais pour tout vous dire, je me suis convaincu qu'ils étaient imaginaires, que c'était à cause de ce film. J'étais persuadé d'être en plein rêve, car j'ai entendu quelque chose gratter à ma porte. Je suis pas sorti de la chambre parce que j'ai cru à mon propre mensonge. À notre réveil, toutes nos fenêtres et nos portes étaient bien fermées à clé. Je n'ai aucune explication à ce sujet. Je suis pas sorti de ma chambre parce que moi aussi, j'avais peur. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Tout ce que je veux, c'est revoir mon fils. Alors par pitié, ramenez-le nous. On est bien ici. Hein, Freddy? On est bien ici. Oui, on est très bien. Tu vas voir. Tu vas te plaire parmi nous. La, 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 la. Avez-vous déjà détesté quelqu'un au point de ne vouloir lui faire subir rien d'autre que des souffrances inimaginables? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Ce rituel était utilisé sur les espions japonais à l'époque des samouraïs. Et il est encore utilisé par certaines organisations secrètes comme une forme de torture imperceptible. Votre cible sera assaillie par divers malheurs, qui peuvent aller de blessures mineures à des situations mortelles dont la victime ne peut sortir indemne. Cette technique était également utilisée par les Indiens après sa découverte sur le continent à la fin des années 1800. Lorsque vous effectuez le rituel, il est important de ne jamais parler de ce que vous avez fait à qui que ce soit, sinon la malédiction aura l'effet inverse. Les événements liés au rituel se produisent pour des raisons inconnues.
puisqu'il a été créé à l'origine pour affecter les clés en bois typiques de l'époque. Ça aurait été modifié à la fin des années 1900 par les organisations secrètes susmentionnées, dans le but de pouvoir affecter les clés en métal. Pour commencer, vous aurez besoin d'une clé appartenant à la victime. Vous devez vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une clé importante, car elle manque facilement à leur propriétaire. Vous aurez peut-être du mal à vous approcher du trousseau de la personne visée, mais après l'avoir acquis, vous aurez besoin des éléments suivants. Des cendres provenant d'un arbre, d'une bûche ou de bâtons brûlés pour capturer un esprit, un récipient en argent pour s'assurer qu'il ne s'échappe pas après sa capture, un couteau ou un autre objet tranchant pour le mettre en colère en le poignardant lorsqu'il sera captif, du riz afin de s'assurer que l'esprit capturé puisse devenir plus puissant et faire plus de mal à sa future victime, un stylo et une feuille de papier pour s'assurer qu'il frappe la bonne cible, du sel à verser par précaution autour du récipient en argent. Ainsi, si l'esprit traverse à la fois la cendre et le récipient en argent, vous aurez suffisamment de temps pour terminer le rituel même si ce dernier est très puissant. De l'eau pour poser le récipient. Vous pourrez le mettre dans un évier ou dans une autre source d'eau, du moment que vous avez la possibilité de le récupérer rapidement. Si vous disposez des éléments mentionnés, suivez ces étapes pour commencer le rituel. 1. Versez la cendre dans votre récipient en argent et commencez à verser le sel autour de celui-ci. Ce sont vos 3 murs de titane afin de bloquer l'esprit qui tentera certainement de vous attaquer. 2. Ensuite, placez lentement la clé à l'intérieur de la cendre. 3. Dites la phrase « J'ai une friandise pour toi » 15 fois. 4. Après 5 minutes, prenez votre couteau ou l'objet pointu que vous avez choisi et poignardez 8 fois la cendre qui est maintenant devenue le corps de l'esprit. Ça va le mettre en colère et le rendre plus fort. 5. Versez ensuite le riz dans le récipient en argent. Ça renforcera les effets de la malédiction. 6. Une fois que vous aurez versé le riz, si jamais l'esprit a pu échapper à vos 2 premières barrières, il reviendra à l'intérieur du récipient. 7. Écrivez le nom de votre cible sur le morceau de papier et déposez-le dans le récipient en argent. 8. Allez à votre source d'eau et laissez le récipient tremper dedans pendant 30 minutes, afin de donner à l'esprit le temps de faire de la clé sa nouvelle habitation. 9. Une fois ces 30 minutes écoulées, vous devez sortir lentement la clé du récipient et la remettre là où vous l'avez trouvée. Avertissement. Si la cible meurt, l'esprit viendra vous chercher. Protégez toutes les ouvertures de votre maison avec du sel, sinon vous risquez de voir cette même clé apparaître dans votre maison, et vous mourrez. J'entends des bruits, tout le temps. Des bruits que personne ne remarque. Ou peut-être que vous les ignorez. Moi je n'y arrive pas. Je les entends le matin à mon réveil. Des craquements, des gazouillements, des chuchotements. Je les entends le soir avant de me coucher. Des pas sur mon parquet se font entendre. Je me cache sous ma couverture. Je le sens près de moi. Il respire à mon oreille. Puis quand je songe à sortir ma tête de sous ma couverture, il disparaît comme s'il savait. Il sait où je vais. Il me suit. Parfois je vois son ombre. Je décide de tenter une recherche sur internet. Je tombe sur un forum avec plusieurs articles, mais un m'intéresse plus que les autres. Je clique sur l'article et lis les mots de l'auteur. Il raconte que c'est notre protecteur, qu'il est là où nous sommes, qu'il nous suit pour nous protéger et que nous ne sommes jamais seuls. Sous ces longues lignes de texte, je vois un lien suivi d'une petite ligne que je ne prends pas la peine de comprendre. Je n'hésite pas. Je clique sur le lien en espérant qu'après avoir vu ce à quoi il ressemblait, il me laissera tranquille. Le lien me redirige vers une page blanche. Elle met du temps à charger. Puis, j'aperçois enfin une petite photo qui charge. Je me vois moi, posé sur mon lit dans le noir lisant l'article. Seule la lumière de l'écran m'éclaire. Mais j'aperçois quelque chose. Une forme. Un visage. Il est menaçant ce visage. Il se trouve au-dessus de mon épaule. Il s'approche vers moi et ce qui semble être sa main me prend le bras. En un quart de seconde, je comprends les paroles que je n'avais pas prises au sérieux. En cliquant sur le lien, vous pourrez voir à quoi ressemble votre protecteur. Mais prenez garde. Votre protecteur s'énervera. Il ne vous voudra plus aucun bien. Vous ne le verrez qu'une seule fois.
depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été très joueur. Mes parents considéraient cela comme un vice qui nuirait à ma scolarité, mais c'est tout le contraire. Les jeux de logique et de réflexion ont permis de développer un esprit extraordinairement aiguisé. Énigmes, jeux d'enquête, j'ai tout essayé et j'ai tout réussi. Internet m'a aussi apporté mon lot de défis à relever, comme la vie à Virtulis ou bien Ouverture Facile. Ces sites proposent une série d'énigmes de la plus facile à la plus ardue. Mais comme tout, ça a été une partie de plaisir pour moi. Petit à petit, j'ai gagné une grande réputation dans ma ville, puis dans mon pays. On me comparait souvent à un Sherlock Holmes des temps modernes. Ainsi, j'ai intégré la police très rapidement. On me confiait les enquêtes qui piétinaient, et je passais mon temps à analyser des scènes de crime, des pièces à conviction, et je décelais des indices là où les autres ne voyaient qu'un élément insignifiant, ce qui permettait généralement de résoudre l'affaire. Pourtant, l'année dernière, j'ai fait face à l'affaire qui a détruit ma réputation ainsi que ma carrière. Plus d'une dizaine d'enfants avaient disparu depuis le début de l'année. Tous avaient été enlevés depuis leur lit dans le domicile familial. La méthode était toujours la même. Les parents couchaient leurs enfants le soir pour ne découvrir qu'un lit vide au matin. Aucune trace d'intrusion cependant, un vrai mystère. Personne ne comprenait comment cela était possible. J'ai donc hérité de l'affaire. Enfin un défi à ma hauteur, je me disais alors. Pourtant, même moi je n'y voyais aucun indice. Aucun signe d'intrusion apparent, aucun lien entre les familles victimes ou les enfants enlevés, rien qui ne reliait ces événements à des cas similaires. Bref, c'était inexplicable, surtout qu'aucune rançon n'était réclamée. S'agissait-il d'un pervers, d'un tueur en série? C'était impossible à dire avec les éléments à notre disposition. C'est le matin où un autre enfant avait disparu qu'une lettre est arrivée à notre bureau. Une lettre qui m'était spécialement destinée. Dans celle-ci, une simple photo, avec au dos une inscription. Tic, tac. La photo était superbement prise, il faut l'avouer. Elle représentait une route bordée de feuilles mortes s'enfonçant dans une forêt. La photo était prise au centre de la route. Au milieu de celle-ci était posé un panier. L'angle de vue était tel qu'il était impossible de voir ce qu'il y avait dans celui-ci. Au bord de la route, on distinguait de grands pins majestueux. En agrandissant l'image, j'ai pu noter que celle-ci était parsemée de petits grains de maïs. C'était juste ce dont j'avais besoin pour retrouver l'endroit de la photo. En effet, je savais que dans la région, il y avait énormément de champs de maïs, mais il n'y en avait qu'un seul dont le chemin de retour à l'entrepôt passait par une forêt. Et j'avais raison. Nous avons rapidement trouvé l'endroit précis où avait été prise la photo. Mais il n'y avait plus aucune trace du panier. La police avait passé la forêt au peigne fin, ainsi que les champs de maïs environnants et les entrepôts, mais aucune trace des enfants disparus. Au bout de 2 journées de recherche intensive, nous avons fini par conclure que c'était une fausse piste. La photo avait sûrement été envoyée pour nous distraire des pistes qui nous mettraient sur les traces du criminel. Pourtant, le lendemain, je sentais que je n'en avais pas fini avec cette photo. Je l'ai analysée une nouvelle fois, un détail m'avait peut-être échappé, et c'était le cas. C'était tellement gros que ça ne m'avait pas sauté aux yeux tout de suite. Je suis tellement habitué à flatter mon ego en trouvant des indices indécelables pour la plupart des gens que les choses évidentes ne m'interpellaient plus. Et ça a été ma plus grande erreur. En regardant sur la photo, c'est les feuilles mortes qui m'ont semblé bizarres. Sur le côté de la route, il y avait des pins. Les pins ont des aiguilles, pas des feuilles. Et les aiguilles ne tombent pas en automne. Nous sommes retournés sur les lieux et avons creusé à l'endroit où étaient les feuilles mortes sur la photo. Nous avons retrouvé 10 crânes d'enfants, dont un dans un panier. Avec eux était aussi enterré un petit cercueil dans lequel se trouvait le cadavre d'une petite fille. Une note était attachée à ses vêtements. Il y avait assez d'air pour qu'elle tienne une journée. Vous auriez pu la sauver. Il était 22h30. J'étais seul chez moi. Je m'endormais à moitié devant la énième rediffusion d'une série quelconque, mais un bruit est venu troubler mon sommeil à peine entamé. Il venait de la porte. Agacé, je me suis levé tant bien que mal pour aller jeter un coup d'œil. Mais arrivé là-bas, rien. Personne n'était devant la porte. J'étais pourtant sûr d'avoir entendu un bruit venant de là. Je m'apprêtais à revenir m'étendre sur le canapé quand j'ai remarqué quelque chose au sol. Une note. Quelqu'un avait glissé un mot sous ma porte. Je me demandais qui cela pouvait être à une heure pareille. Et curieux comme je suis, je l'ai évidemment lu. Il était indiqué « Ce soir, c'est ton tour ». J'ai cru à un canular, et été bien plus amusé qu'effrayé. Sûrement une blague des gamins du quartier. Je suis retourné sur mon canapé, tout aussi décontracté que je l'étais auparavant.
Mais à nouveau, un bruit sourd venant de la porte m'a sorti de ma torpeur. Je me suis levé rapidement, espérant attraper le plaisantin en flagrant délit. Mais une nouvelle fois, personne. Et encore une fois, une note glissait sous ma porte. Ce soir, je dévore ton cœur. J'ai pris la note et l'ai déchirée avant de la jeter à la poubelle, tout en maudissant ces blagueurs nocturnes. Je suis même resté devant la porte pour l'ouvrir dès que je verrai à nouveau un mot se glisser par-dessous. Mais sans succès. Dépité, je m'apprêtais à retourner sur mon canapé quand j'ai eu la peur de ma vie. Une peur qui m'a poussé à prendre mes jambes à mon cou et à fuir aussi loin que possible. Une nouvelle note était étendue sur le sol de mon salon. Mais celle-ci, je ne l'ai pas lue, car elle avait été glissée sous la porte de mon placard. L'intelligence n'étant pas une chose qui peut se contrôler, j'ai naturellement une grande affection pour tous les idiots. Et je dis ça en toute sincérité. Car au fond, il n'y a aucun mal à être stupide. Ces personnes-là sont amenées à commettre des erreurs tout à fait grossières. Mais que voulez-vous, elles n'y peuvent pas grand-chose. Vous savez, je suis une de ces âmes charitables qui n'hésitent jamais à aider autrui. Alors quand des centaines de sots sont en détresse, je ne peux hélas pas les ignorer. Mais enfin, rentrons dans le vif du sujet. Ce que je propose ici est une seconde chance pour tous les idiots qui ont eu la mauvaise idée de réaliser des rituels sans en respecter les étapes, et qui en subissent maintenant les conséquences. Combien de fois ai-je déjà entendu qu'un rituel de vengeance avait été mal exécuté, ou que l'ordre des attractions du parc aux Lumières n'avait pas été respecté? Si je peux me permettre un conseil, lorsqu'on est incapable de réaliser correctement un rituel, on ne le fait pas. Enfin, vous le savez probablement déjà, mais le non-respect de certaines règles d'un rituel peut entraîner des conséquences regrettables pour l'intéressé. Le cas échéant, la situation antérieure au rituel est bien souvent plus profitable que celle postérieure. Et c'est là où réside tout l'intérêt du rituel inversé. On cherche à revenir à l'état antérieur au rituel. Mais qu'est-ce que c'est le rituel inversé? Eh bien, sans grande surprise, il s'agit d'un rituel, ce qui implique que, pour l'exécuter, il faille accomplir diverses étapes. Quant à son objet, comme dit précédemment, il s'agit tout simplement de revenir à l'état antérieur à la réalisation d'un rituel qui vous a causé du tort. Autrement dit, le rituel inversé est un second rituel qui aspire à annuler un premier. Ce premier rituel qu'on appellera sobrement rituel A. Fort logiquement, l'annulation du rituel A entraîne celle de ses effets. Il est tout de même à noter que la mort, qui représente une partie non négligeable des sanctions en cas d'échec d'un rituel, ne peut pas être corrigée, étant donné qu'il faut être encore en vie pour accomplir un rituel inversé. Quand puis-je réaliser un rituel inversé? Toute personne vivante n'ayant pas respecté les étapes d'un rituel peut essayer d'en obtenir l'annulation. Ceci dit, certains rituels ne peuvent pas être annulés, pour des raisons inhérentes à leur nature. Par exemple, les rituels uniques, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut réaliser qu'une fois, ne peuvent pas faire l'objet d'un rituel inversé. De plus, certains rituels sont déclenchés indépendamment de notre volonté, ce qui ne facilite pas leur annulation. Qu'est-ce que manquer une étape d'un rituel? Il faut se référer à l'énoncé du rituel A. Les rituels ne sont pas créés pour vous piéger. Chaque fait et geste qu'il faut suivre vous est précisé. Plus concrètement, manquer une étape d'un rituel revient à ne pas respecter les instructions permettant de correctement le résoudre. Cette notion est d'autant plus importante que si vous avez bien appliqué les directives durant votre rituel A, la résolution d'un rituel inversé sera totalement impossible. Pour être tout à fait clair, si durant le rituel A vous avez respecté chaque étape et que vous subissez des conséquences liées au hasard ou à l'un de vos choix prévus par ce même rituel, vous ne pourrez absolument rien faire contre la malédiction que vous subissez. Comment puis-je réaliser un rituel inversé? Tout dépendra du rituel que vous souhaitez annuler. Le rituel inversé fonctionnant de manière singulière à cause du lien très poussé qu'il entretient avec le rituel A. Le principe est élémentaire mais étrange. Ainsi, le fonctionnement du rituel inversé se décompose-t-il en 3 phases distinctes. La première consiste simplement à redéclencher le rituel A. Suivra celle du passage au rituel inversé, pour finir par l'accomplissement de celui-ci. Je me permets d'insister sur un point. Comprenez bien qu'un rituel inversé ne peut être exécuté qu'à partir du rituel A. Plus précisément, les étapes se déroulent de telle sorte. 1. Réunir les conditions nécessaires pour lancer le rituel que vous avez échoué, puis le relancer. 2. Une fois le rituel A commencé,
tapez du pied droit et décrivez à voix haute la dernière étape chronologique du rituel A. Il s'agit du passage au rituel inversé. Veillez à connaître par cœur l'ensemble des étapes du rituel A. Si l'étape précédente a correctement été remplie, le rituel inversé commencera. Son principe est on ne peut plus simple. Les étapes de l'ancien rituel se dérouleront dans le sens inverse, c'est-à-dire que la dernière étape décrite arrivera en premier, l'avant-dernière en second, etc. Le rituel inversé supplante le rituel A. Autrement dit, vous serez automatiquement transporté à sa fin, et ce, peu importe la manière dont le rituel A doit être déclenché. Le but étant de réaliser les différentes étapes du rituel A mais dans le sens inverse. Évidemment, vous devrez cette fois-ci impérativement respecter les consignes de l'énoncé. Encore une fois, tout dépend de l'énoncé du rituel A, veillez à bien le connaître par cœur. C'est aussi simple que ça, un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Le rituel inversé s'achèvera donc logiquement par l'accomplissement de la première étape du rituel A. Quels sont les effets du rituel inversé? En cas de succès, le rituel A que vous aviez jadis effectué est annulé. Autrement dit, il est réputé n'avoir jamais été, jamais existé. Dès lors, tous les effets négatifs qu'il peut avoir sur vous disparaîtront. Attention, cela ne veut pas dire que vous allez remonter dans le temps ou je ne sais pas quoi, mais juste que le rituel A ne produira plus ses effets. En revanche, en cas d'échec, c'est-à-dire si vous avez mal exécuté une seconde fois le rituel A, eh bien c'est un triste sort qui vous sera réservé. Lequel? Difficile à dire, car tout dépend de l'entité maîtresse du rituel A. En tout cas, on peut difficilement envisager qu'elle apprécie le fait que vous ayez tenté un rituel inversé. Dès lors, son châtiment sera beaucoup plus sévère qu'à l'accoutumée. Donc imaginez un tas de tortures plus sordides les unes que les autres. Gardez juste à l'esprit que le rituel inversé ne s'échoue qu'une fois. Je pense que c'est bon, je vous ai partagé tout mon savoir sur le rituel inversé. J'ai beaucoup répété ce mot, n'est-ce pas? C'est une chance inestimable que d'avoir la possibilité de préparer une erreur. Alors la saisirez-vous? Après tout, je vous l'ai dit, je n'ai rien contre les idiots. Au début de ma vingtaine, j'ai travaillé dans une sorte d'épicerie ouverte 24 heures sur 24. J'ai grandi dans un village et mon travail était à une vingtaine de minutes en voiture, dans l'aire d'autoroute la plus proche. Comme c'était une zone rurale assez calme, il n'y avait pas beaucoup de clients une fois la nuit tombée. En semaine, j'étais la seule employée pour les heures de nuit. Je crois que c'est arrivé un mercredi soir. Je n'en suis plus trop sûre. Les nuits se ressemblaient toutes. D'ailleurs, j'avais commencé à travailler de nuit depuis quelques semaines seulement. J'avais accompli toutes les tâches dans la liste pour le lendemain. Réorganiser les produits en rayon, chercher ceux qui avaient été vendus dans la réserve, nettoyer tout le magasin et fait une liste des produits à commander. J'essuyais une énième fois mon espace de travail avec un chiffon. Plus pour éviter de m'endormir que par réelle nécessité. Tout était parfaitement propre. J'ai relevé la tête et je l'ai vu. C'était un vieil homme d'au moins 75 ans, probablement plus, ai-je pensé après quelques secondes à l'observer. Il était à seulement quelques mètres de moi, mais nous étions séparés par une vitre. Je pensais qu'il ne faisait que passer, mais il restait là à me fixer. Au début, j'ai tenté de ne pas y prêter trop d'attention, mais plus les minutes passaient, plus je me sentais mal à l'aise. C'est à peine s'il clignait des yeux. J'ai songé à lui demander ce qu'il voulait, mais franchement, je n'avais pas envie d'interagir avec lui, et encore moins de sortir du bâtiment pour le faire. Il aurait pu entrer à n'importe quel moment dans la boutique, mais savoir que nous n'étions pas du même côté de la vitre me rassurait un peu. Je me suis rappelé qu'il y avait un store qui pouvait être baissé à cet endroit. Alors j'ai appuyé sur le bouton, et le bruit mécanique a résonné dans la nuit, tandis que le rideau de métal descendait. Avant même qu'il n'atteigne le niveau du vieil homme, j'ai brusquement retiré mon doigt du bouton. Il s'était mis à hurler. C'était un hurlement affreux, comme un animal qu'on égorge. J'ai couru dans la station, me précipitant vers mon téléphone pour appeler la police. Je leur ai expliqué la situation du mieux que j'ai pu. Il n'a pas été difficile pour eux de me prendre au sérieux, ils pouvaient nettement entendre le cri. Ils m'ont demandé de rester à l'intérieur. Ils enverraient une voiture d'ici peu. Je me suis laissée tomber sur une chaise, épuisée. Je voulais juste travailler tranquillement, finir mes heures et rentrer chez moi.
J'ai fixé cet homme avec consternation, ne comprenant pas pourquoi cette situation me tombait dessus. Il a lentement reculé sa tête avant de la poser contre la vitre et a répété ce geste encore et encore, accélérant à chaque fois. En moins d'1 minute, c'était avec toute sa force qu'il se frappait la tête contre le verre, sans jamais cesser de crier. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais la police est arrivée assez rapidement, et moins de 5 minutes plus tard, il l'avait fait monter dans une voiture pour l'emmener dans un endroit où l'on s'occuperait de lui. J'ai appris plus tard que cet homme souffrait d'une maladie neurodégénérative. Sa maison d'enfance se tenait à l'endroit où l'aire d'autoroute avait été construite. Parfois, lorsqu'il réussissait à s'échapper de la maison de retraite médicalisée où il résidait, il y revenait, pensant encore trouver la maison qu'il avait vue grandir, sa famille, ses animaux de compagnie. Lorsqu'il ne voyait que la façade froide de l'aire d'autoroute, son esprit était incapable de comprendre ce qu'il était arrivé, ce qui provoquait une crise. Ce n'était pas la première fois qu'il venait, mon employeur avait juste oublié de me le mentionner. C'est une des expériences les plus effrayantes que j'ai vécues sur mon lieu de travail. Je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai vécu au Liban. À l'époque, le pays était ravagé par la guerre et les meurtres étaient monnaie courante. Je me souviens qu'à une époque particulièrement violente où les bombardements ne cessaient que rarement, je restais à la maison assis devant la télévision, à regarder une émission très étrange. C'était une émission pour enfants qui durait environ une demi-heure et contenait des images étranges et sinistres. Aujourd'hui encore, je crois qu'il s'agissait d'une tentative à peine voilée de la part des médias d'utiliser des tactiques d'intimidation pour que les enfants restent à leur place. Car la morale de chaque épisode tournait autour d'idéologies très conservatrices. Des trucs comme les mauvais enfants se couchent tard, les mauvais enfants ont les mains sous leur couverture quand ils dorment, et les mauvais enfants volent la nourriture dans le réfrigérateur la nuit. C'était très bizarre, et en arabe pour couronner le tout, alors je n'y comprenais pas grand-chose. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'ils disaient, mais pour l'essentiel, les images étaient suffisamment parlantes pour que je comprenne. Ce qui m'a le plus marqué, cependant, c'était la scène finale. Elle restait sensiblement la même dans chaque épisode. La caméra zoomait sur une vieille porte rouillée et fermée, et au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la porte, des cris étranges et parfois même glaçants se faisaient entendre. C'était vraiment effrayant, surtout dans une émission pour enfants. Puis un texte en arabe apparaissait sur l'écran, et je savais qu'il disait « C'est là que vont les mauvais enfants ». Finalement, l'image et le son coupaient brusquement et c'était la fin de l'épisode. Environ 15 ou 16 ans plus tard, je suis devenu photographe de presse. J'ai toujours pensé à cette émission qui revenait sporadiquement dans mes pensées. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé de faire mes recherches. J'ai enfin réussi à retrouver l'emplacement du studio où une grande partie des programmes de cette chaîne avaient été enregistrés. En poursuivant mes recherches et en me rendant sur place, j'ai découvert qu'il était aujourd'hui complètement désolé et avait été abandonné après la fin de la Grande Guerre. Je suis entré dans le bâtiment avec mon appareil photo. Il était brûlé de l'intérieur. Soit un incendie s'était déclaré, soit quelqu'un avait voulu incinérer tous les meubles. Après quelques heures à me frayer prudemment un chemin dans le studio et à prendre des photos, j'ai trouvé une pièce isolée et à l'écart. Après avoir dû forcer quelques vieux verrous et réussi à ouvrir la lourde porte, je suis resté figé dans l'encadrement de cette dernière pendant de longues minutes. Des traces de sang, des excréments séchés et de minuscules fragments d'eau jonchaient le sol. C'était une petite pièce, et une scène extrêmement morbide. Mais ce qui m'a vraiment effrayé, ce qui m'a fait partir presque sur le champ, c'était les microphones cadenassés dans une cage, suspendus au plafond au milieu de la pièce. J'avais bien reconnu la porte qu'on voyait à la fin de ces épisodes. J'ai toujours été une créature d'habitude, et peu d'observations échappent à mon esprit. C'est pourquoi je peux me souvenir de n'importe quel événement jusqu'au moindre détail insignifiant. Mais ces derniers temps, mes souvenirs ne correspondent pas à la réalité. Tous les jours de la semaine, je rentre du travail. Mes clés sont dans la poche intérieure gauche de mon manteau. J'ouvre la porte, récupère le courrier dans la rangée de boîtes aux lettres à gauche de l'entrée. Mon numéro d'appartement est le 7, tout comme celui de la boîte aux lettres. Ensuite, je monte les escaliers jusqu'au premier étage. 11 marches. Je commence toujours à monter par la gauche, et je termine de monter par la gauche. Du moins, c'est ce que je croyais, car il y a quelques jours j'ai trébuché. Non pas parce que je suis maladroite, mais parce que ce jour-là, j'ai terminé de monter l'escalier avec mon pied droit.
Bien sûr, j'ai douté de moi-même, mais cela m'a suffi pour vérifier le nombre de marches de l'escalier. Et bien sûr, il en manquait une. À ce stade, j'aurais pu en parler à mes voisins, mais ils n'étaient pas du genre à s'intéresser aux détails, alors j'ai laissé passer. C'était un changement mineur, auquel je me suis rapidement adaptée. Du moins jusqu'à ce que je perde ma montre. La nuit précédente, je l'avais posée sur ma table de nuit, et le lendemain matin, elle avait tout simplement disparu. Il n'était pas impossible que je l'ai égarée, mais je me souvenais parfaitement de l'avoir placée sur la table de nuit. Tout s'est accéléré aujourd'hui. Je me suis réveillée, j'ai pris une douche, je me suis brossé les dents, je me suis coupé les ongles de mes 9 doigts. 9 doigts. L'un d'eux avait disparu sans aucune trace, juste de la peau saine recouvrant la jointure stérile. Ne sachant pas qui appeler, je me suis tournée vers ma mère. Ma voix tremblait lorsque j'ai expliqué ce qu'il s'était passé. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, avant de me répondre avec une inquiétude palpable dans ses mots. Elle m'a dit que j'étais née avec seulement 9 doigts. J'ai raccroché. Il faisait nuit. Je me suis assis en essayant de me souvenir. Avais-je simplement oublié ? Y avait-il un problème avec mon esprit ? Ce n'est qu'après quelques minutes que je me suis rendu compte que j'étais assise dans le noir, mais qu'il faisait jour. Mon appartement n'avait plus de fenêtre. La panique s'est installée. Ce n'était pas dans ma tête, il ne faut même pas d'appartement sans fenêtre. J'ai essayé de m'échapper, mais il n'y avait pas de porte par laquelle fuir. J'étais piégée dans cette boîte en briques joliment décorée qu'était mon appartement. J'ai appelé la police. Ils ont prétendu que mon adresse n'existait pas. Lorsqu'ils ont raccroché, j'aurais bien appelé quelqu'un d'autre si mon téléphone n'avait pas déjà disparu. Mon ordinateur est tout ce qu'il me reste, et j'essaye d'écrire cette histoire avant que mes doigts n'aient totalement disparu. J'espère avoir le temps de poster ce message avant que mon ordinateur ne se volatilise, mais pensez à ceci. Avez-vous perdu quelque chose récemment, comme votre tasse préférée, peut-être un stylo bleu ? Quelque chose qui a disparu sans laisser de traces. C'est comme ça que tout a commencé pour moi aussi. On vit vraiment une sale époque, pas vrai ? Entre la maladie, les guerres et la criminalité, le danger est maintenant omniprésent. Selon moi, ce dont la population a le plus besoin, c'est avant tout de sécurité. Ce qui est triste, c'est que les gens sont devenus tellement parano qu'ils en sont arrivés au point de douter du premier kidam qui vient sonner à leur porte. Ils partent du principe que celui-ci leur veut nécessairement du mal, comme si le monde de dehors était destiné à leur causer du tort. En fait, ils ont peur de l'inconnu, de l'étranger. En réalité, rien ne répondrait mieux à tous ces mots qu'un bon Judas optique. La lentille placée dans la porte permettant à l'occupant d'épier en toute discrétion celui à l'extérieur. Un simple coup d'œil suffisant à s'assurer qu'il s'agit bien d'une figure familière ou d'un livreur. En tant que concierge, ce phénomène j'ai pu l'observer de mes propres yeux. Alors quand le syndicat de mon immeuble m'a appelé afin d'installer quelques Judas, je n'ai pas hésité un instant. Après tout, ça rentrait dans mes compétences. J'ai installé un Judas chez tous les habitants qu'ils souhaitaient. Ils étaient ravis. Mais tout n'est pas aussi simple. Les gens se méfient des inconnus mais trop rarement de leurs proches. Alors qui aurait pu croire que le concierge si poli, si gentil aurait pu trafiquer les Judas ? Il s'agit en fait de simples lunettes. Autrement dit, ils permettent de voir de l'intérieur comme de l'extérieur. Je les ai légèrement teintés de manière à ce que ce soit indétectable. J'ai vraiment fait du bon travail. Ces gens qui craignent tant l'inconnu pourraient être épiés depuis le couloir par les pires énergumènes de ce pays. Mais ce n'est pas tout. Pour les occupants que j'apprécie le moins, j'ai apporté une légère modification. Imperceptible sans en avoir connaissance. Un minuscule trou traversant l'entièreté de la lunette du Judas. Un trou à peine visible, mais qui pourtant pourrait aisément faire passer une aiguille. Les Judas n'auront jamais aussi bien porté leur nom. Halloween a toujours été une fête quelconque chez moi, même quand j'étais petit. Bien sûr, je me rappelle avoir passé plusieurs années à chasser les bonbons avec mes amis déguisés en zombies ou en vampires, mais pendant qu'ils dansaient, riaient et s'amusaient à se faire peur, moi je m'ennuyais franchement. Donc j'ai vite arrêté. De toute façon, je commençais à être trop grand pour défiler dans les rues et quémander des sucreries aux voisins du quartier. Depuis, Halloween est devenu une journée comme les autres.
Mais je dois avouer que ça me fait sourire aujourd'hui, de voir les enfants sonner à ma porte et me demander des bonbons. Ça me rend un peu nostalgique, malgré ce que j'ai pu dire à propos de ces soirées. C'est pour cela que j'achète toutes sortes de friandises quelques jours avant, histoire d'avoir toujours quelque chose à donner. Quand j'ai quitté la maison familiale et pris mon appartement seul, je n'imaginais pas le nombre d'enfants qui sortiraient le soir d'Halloween dans mon nouveau quartier. Il était calme, un peu perdu, il n'y avait pas grand chose à faire, alors j'imagine que pour beaucoup de gamins c'était l'une des seules activités intéressantes de l'année. Tous les soirs d'Halloween c'était la même chose. Je ne pouvais pas me poser plus de 5 minutes sans qu'un groupe d'enfants, parfois accompagnés d'un adulte, ne sonne à ma porte et scande des bonbons ou un sort. Ça me faisait rire, et étant célibataire, ces interactions bien que courtes égayaient souvent mes soirées. Habituellement, je ne recevais plus de visites après 22h, 22h30 grand maximum. Mais il y avait cet enfant qui arrivait toujours après les autres. Cet enfant qui était toujours seul. Cet enfant qui m'a fait une impression particulière la première fois que je l'ai vu. Il était plus de 23h. À cette heure-ci, je commençais à ranger dans les placards les derniers bonbons qui me restaient, me disant que je ne recevrais vraisemblablement plus aucune visite pour ce soir. Mais pourtant non. On a sonné à ma porte, et après avoir lancé un rapide coup d'œil sur l'horloge, je l'ai ouverte. Et je suis tombé sur cet enfant. Il portait un masque en forme de crâne qui cachait non seulement son visage, mais enveloppait également toute sa tête, ainsi qu'un simple t-shirt bleu clair délavé en guise de costume. Il avait quelques traces de sang sur le masque et le t-shirt, mais également sur sa peau extrêmement pâle. Je ne suis pas une personne qui aime juger, mais son accoutrement me laissait un peu perplexe. Comme si les parents n'avaient pas assez d'argent pour acheter un déguisement complet et que ce gamin essayait de rattraper le tout en ajoutant du faux sang. Ça lui donnait un air particulier. Mais peut-être que cela était accentué par le fait qu'il ne parlait pas. Dès que j'ai ouvert la porte, il est resté silencieux pendant 5 petites secondes, j'imagine, avant de tendre ses bras, ouvrant bien grand son sac à bonbons. La chasse ne devait pas être bonne pour ce petit. Le sac semblait plutôt vide. Je lui ai offert mes dernières friandises et il m'a fait un rapide salut de la main avant de tourner les talons, toujours aussi silencieux. Je suis resté devant la porte quelques instants et j'ai haussé les épaules. Halloween s'est arrêté de cette façon cette année-là. Ce premier Halloween sans ma famille a été également marqué par un autre événement beaucoup plus grave. Le lendemain, derrière un bâtiment près des poubelles, un concierge a retrouvé un corps. Le corps d'un enfant, une petite fille, poignardée plusieurs fois à l'aide d'un morceau de verre. La nouvelle a choqué tout le quartier, dont moi bien évidemment. Ce voisinage si paisible s'était soudainement transformé par la peur et la paranoïa. Parmi les habitants se trouvait un meurtrier. Je ne me rappelle pas très bien comment se sont déroulés les premiers jours qui ont suivi le drame de mon côté. Comme tous les autres, j'imagine. L'horreur en premier lieu, puis la crainte, l'insécurité. Mais ça n'a pas duré, bien évidemment. C'est peut-être horrible à dire, mais passé les premiers mois, les marches blanches, les hommages, nous avions déjà tous oublié. La vie avait repris son cours. Après tout, ce n'était qu'un fait divers parmi tant d'autres. Même si le meurtrier n'avait pas été retrouvé, je m'étais trompé. Le voisinage était redevenu paisible, comme si cette affaire n'avait jamais existé. Une information en efface une autre, comme on dit. Le deuxième Halloween que j'ai vécu dans ce quartier était quasiment identique au premier. En réalité, il était parfaitement identique. Cette histoire n'avait eu aucune incidence, et je pense qu'il y avait même encore plus d'enfants dans les rues cette année-là. Et vous vous en doutez, en toute fin de soirée, l'enfant était là. Comment j'ai réussi à le reconnaître ? Il avait le même déguisement, le même masque en forme de crâne, un t-shirt sobre et plusieurs taches de sang sur le corps et les vêtements. Les mêmes gestes que l'année dernière. Un silence de mort, son sac grand ouvert, un rapide geste de la main, et pouf, il a disparu. Comme je vous ai dit, cet Halloween était similaire au dernier. En tout point. Le lendemain, on a retrouvé un nouveau cadavre. Encore une enfant. Une nouvelle fois tuée de manière extrêmement violente. Et c'est à ce moment précis que tout a changé pour de bon. Cette fois-ci, toutes ces émotions, toutes ces peurs et tous ces soupçons ne se sont pas dissipés. 2 meurtres 2 années de suite le soir d'Halloween et un assassin toujours en liberté. Ce fut dur, et pour tout le monde. Inutile de dire qu'après ce deuxième incident, les derniers Halloween ne se sont pas spécialement passés dans la joie et la bonne humeur. Au fil des ans, je recevais de moins en moins d'enfants à ma porte. Ce n'était pas vraiment une peur exagérée, à vrai dire. Chaque année, on avait le droit à une nouvelle atrocité. Malgré les gendarmes, malgré les bénévoles chargés d'ouvrir l'œil, personne n'a réussi à empêcher les meurtres de se reproduire, année après année. Ça a duré encore 3 ans. 4 enfants avaient déjà perdu la vie. Le 5e Halloween après le meurtre, mis à part quelques groupes d'enfants, plus personne ne faisait la fête. Après,
Plus grand monde ne s'intéressait vraiment à Halloween dans le village, il faut l'avouer. Mais disons que les meurtres ont accéléré le processus. J'étais en pleine période de déménagement et ça m'arrangeait de ne pas avoir à ouvrir la porte constamment. Certains enfants étaient bien là à vouloir des bonbons, mais leur nombre chutait au fil des années. Cependant, il y en avait un qui était toujours à son poste. Ce gamin. Le même masque, un t-shirt banal, mais cette fois aucune trace de sang. Ça ne m'a pas surpris plus que ça. Je me disais que laver ses affaires à la main devait être compliqué pour sa mère ou son père. Et comme vous pouvez vous en douter, le même comportement. Les mêmes petits gestes de sa part. Néanmoins, cette fois, j'ai essayé de lancer une conversation. Après tout, je le connaissais depuis 5 ans maintenant. Je lui ai juste balancé « T'es pas un peu trop vieux pour participer à Halloween maintenant ?» Il n'a rien dit, et il a haussé les épaules. Et ça a été notre dernière rencontre. J'ai quitté le quartier quelques jours plus tard, après un 5e meurtre. Néanmoins, peu après mon départ, ils ont enfin trouvé l'assassin. Je pense que beaucoup ici l'ont déjà deviné. Il s'agissait bien de cet enfant. Les taches de sang sur ses vêtements n'étaient pas de la décoration. C'était de l'hémoglobine véritable, appartenant à ses victimes. Une fois ses pulsions calmées, comme tous les autres enfants, il allait toquer aux portes pour récupérer des bonbons. J'ai également appris qu'il avait étranglé sa dernière proie, ce qui expliquait l'absence de sang sur lui. Je ne me rappelle plus comment j'ai réagi. Un peu choqué, je dirais. Je ne sais pas. Mais voilà, c'était une histoire que je voulais vous raconter. J'aurais aimé vous inventer une chute extrêmement terrifiante, un plot twist, mais ce n'est pas le but. C'est une anecdote sur Halloween, le fait d'avoir croisé la route de l'assassin pendant toutes ces années, le fait qu'il était un enfant, c'est tout. Une histoire de ce genre qui, en quelque sorte, forge un peu plus le côté mystique de cette fête, la rend plus éternelle, un peu plus effrayante. Ce sont ce genre de faits qui nous font rappeler Halloween. Parfois, je me demande si j'ai la bonne réaction face à cette histoire. Je me demande si j'ai le bon sentiment face à ces souvenirs. Et parfois, je me dis que peut-être, je me mens à moi-même. Le plan parfait. Lundi, j'ai élaboré le plan parfait. Personne n'était au courant que nous nous connaissions. Mardi, il a volé le flingue de son père. Mercredi, nous avons décidé de le faire pendant l'assemblée des élèves du lendemain. Jeudi, nous avons attendu devant les portes du gymnase. Nous avions convenu que j'abattrais le premier qui sortirait du bâtiment, puis il prendrait le flingue et entrerait dans le gymnase pour commencer le massacre. La personne qui était sortie la première était Monsieur Quinn, le conseiller d'orientation. Je lui ai tiré 3 fois en plein dans le visage. Il est tombé raide mort dans le gymnase. Le bruit déclenché par les coups de feu était assourdissant. J'ai entendu des cris à l'intérieur. Personne ne nous avait encore vus. Je lui ai tendu le flingue en lui disant « C'est ton tour maintenant ». Il a couru dans le gymnase et a commencé à tirer. Après un moment, je l'ai suivi. Il n'avait encore touché personne. Les élèves se bousculaient et se cachaient. C'était le chaos. Puis, j'ai couru vers lui et je me suis jetée sur lui. Nous nous sommes battus. J'ai arraché l'arme de ses mains, l'ai retournée contre lui et pressé la détente, le réduisant ainsi au silence pour toujours. Le vendredi, j'étais acclamé en héros. C'était vraiment le plan parfait. Lors de la fête d'Halloween, il est de tradition d'offrir aux jeunes enfants déguisés des bonbons et autres sucreries. Presque tout le monde a au moins une fois participé à ça. Même si l'ambiance de cette fête reste une fausse épouvante et qu'elle se passe souvent dans un contexte convivial, l'histoire qui s'est déroulée la semaine dernière donne à la fête un goût glauque et effrayant. En France, les 1er et 2 novembre 2014, plusieurs cas d'ingestion assez graves chez des enfants ont été répertoriés. La consommation de sucreries étant considérable ce jour-là, beaucoup de jeunes finissent par tomber malades. C'est entre 2 cas de simple goinfrerie que l'on peut trouver une affaire plutôt étrange. Une mère a fait une découverte pour le moins insolite, après que son fils lui ait dit avoir trouvé un goût très écœurant sur l'un des bonbons qu'il avait récoltés. D'après elle, le bonbon ressemblait à un dragée orangé ou rouge, plutôt gélatineux, fourré aux amandes.
C'est en ouvrant un autre bonbon similaire que le contenu du sachet lui fit froid dans le dos. Le paquet ne renfermait pas un dragée, mais un petit bout de papier froissé. Déplié, on pouvait y lire une inscription. « Aidez-nous », écrite avec des lettres ensanglantées. Cette mère prit une photo du papier et d'un bonbon avant d'envoyer les sucreries au commissariat. C'est après une analyse des sucreries et du papier que le verdict fut donné. Le bonbon était composé de graisse humaine. Les amandes étaient des ongles découpés et du sang mélangé au sucre avait été concentré à l'intérieur du dragée. Le liquide rouge sec que l'on a retrouvé sur le papier était bel et bien du sang lui aussi. Les enquêteurs privilégient la thèse du canular, mais aucune possibilité n'est rejetée. Il va sans dire que la consommation de ces douceurs est très fortement déconseillée. Vérifiez toujours les bonbons de vos enfants, toujours. Je ne souhaite pas être alarmiste en disant cela, et pour être tout à fait honnête, je me rends bien compte que la majorité des bonbons distribués pendant la période d'Halloween sont achetés en magasin la veille du jour J et mis dans un bol en plastique qui ressemble à une citrouille. Il est indéniable que la majorité des personnes censées ne mettent pas de poison dans les bonbons ou de morceaux de verre dans le chocolat. Peu importe la légende urbaine que vous avez entendue à ce propos. Les personnes censées ne l'utilisent pas comme référence. À ma connaissance, le seul individu à avoir été suffisamment stupide pour cela l'a fait à son propre fils. Alors ne regardez pas vos voisins comme des criminels. Ils tentent simplement de distribuer des sucreries aux enfants de manière parfaitement innocente. Le bonbon mentionné ci-dessus semble être une sorte de sucette aromatisée à la cannelle, à ne pas confondre avec ceux de la marque Atomic Fireball ou toute autre friandise similaire. Il peut avoir l'apparence d'une boule de gomme teintée de rouge ou d'une sucette rouge sans bâton. Le fait est que son apparence est plutôt générique, ce qui rend difficile la détection de ce dernier. Il arrive que ces bonbons soient commercialisés sous la marque H.H. Sweets, une société fictive. Ou du moins, qui n'a pas été enregistrée par une agence depuis 1999. En effectuant une recherche sur internet, il est possible de tomber sur des entreprises appelées H.H. Sweets. Toutefois, je peux vous assurer qu'elles ne sont pas la vraie entreprise. Il s'agit simplement d'homonymes. Si l'étiquette arbore le nom H.H. Sweets, un slogan situé en dessous mentionnera la phrase « chaud comme l'enfer, doux comme le paradis ». Même si tous les bonbons ne sont pas étiquetés par la marque, cela facilite un peu leur repérage. Par conséquent, si vous ou votre enfant recevez un bonbon de cette marque, je vous recommande de le jeter. La documentation à propos du phénomène ne remonte qu'à 2007, mais il est possible qu'il dure depuis bien plus longtemps. Le bonbon a été ingéré par 9 individus, dont 4 enfants de moins de 18 ans depuis cet enregistrement. Tous les cas ont eu lieu un 31 octobre. Et le plus grand nombre a été enregistré en 2016 avec un total de 3 victimes. Les seuls éléments permettant de connaître l'apparence et la marque des bonbons sont les témoignages et les enquêtes menées sur les emballages de bonbons abandonnés à proximité. Tous les cadavres des victimes, à l'exception de leur tête, n'ont subi aucun dommage. C'est véritablement sur les têtes que les choses deviennent étranges. Chaque tête a été complètement consumée, comme une allumette usagée. Cela rendrait l'identification des victimes difficile. Heureusement, l'analyse des empreintes digitales convenait parfaitement à la nature de ces décès, car les mains des défunts étaient totalement intactes. Il n'y avait aucun lien de parenté entre les victimes, à l'exception d'un père et de sa fille de 9 ans, Andy et Mary Kay Winfield de Lexington, en Virginie. Aucun autre individu ne partageait de lien entre eux, à part le bonbon mentionné précédemment. Un témoin oculaire a rapporté les faits de la mort mystérieuse à Brevard, en Caroline du Nord, d'un garçon de 12 ans nommé Shane Davis, dont le décès remonte au 31 octobre 2009. Le voici. Je suis sorti de la pharmacie vers 8h30, lorsque cela s'est produit. Davis marchait dans le pâté de maison en costume de zombie. Au début, je l'ai même pas vu. Il faisait sombre, et son costume aussi était d'une couleur sombre. Mais ensuite, il y a eu cet éclair de lumière orange, comme si quelqu'un allumait une bougie. Et en me retournant, cette vague de chaleur m'a atteint au visage. Et l'odeur... Oh Seigneur... Ça sentait la viande qui cuit. Sa tête était en feu. Il y avait des gens qui criaient partout, mais nous on pouvait rien faire. Il a crié qu'un bref instant avant de heurter le trottoir. Je l'oublierai jamais. D'après les rumeurs, il aurait été question de sortilège, d'une sorcière ou de quelque chose du genre. Je suis pas un homme superstitieux, mais comprenez-moi, quand on voit quelque chose d'aussi étrange, on peut se demander si la sorcellerie n'est pas une hypothèse si improbable que ça. De nombreuses autres victimes ont également fait l'objet de rapports similaires. Quelques instants après avoir avalé le bonbon,
La tête de la victime commençait à brûler et elle succombait immédiatement à ses blessures. Depuis lors, de nombreuses rumeurs et théories ont émergé concernant les morts et les bonbons. Beaucoup incluent des sorcières et des sorts, mais certaines ont suscité un grand intérêt qui a dépassé le folklore régional. Une des rumeurs les plus répandues mentionne l'exécution en 1782 de Henry Eisen Cassidy, H.H. Cassidy, un producteur de bonbons d'Onancock, en Virginie, le lieu du premier décès documenté en 2007. Les disparitions de 2 jeunes filles de la commune voisine ont conduit à la condamnation de Cassidy, qui était un fabricant de bonbons locaux. Malgré le fait qu'il n'avait aucun mobile apparent pour enlever les 2 jeunes filles qu'il ne connaissait pas, le fabricant de bonbons a été mis en examen en tant que suspect principal, étant soupçonné car ayant un accès à des confiseries pouvant facilement séduire les enfants. À la suite d'une enquête au cours de laquelle le corps d'une des 2 jeunes filles a été découvert des sucreries dans la poche, Cassidy a été accusé de meurtre et condamné à mort. Les enfants de la ville, qui aimaient autrefois les bonbons fabriqués par l'homme, ont commencé à appeler Cassidy le sorcier d'Onancock, faisant de lui l'un des premiers hommes sorciers du folklore régional. Après avoir été reconnu coupable lors d'un procès précipité, Cassidy a été condamné à mort par métal en fusion, une procédure considérée comme barbare, sauf pour des accusations de sorcellerie. Cassidy, qui a juré son innocence jusqu'à sa mort, a été tué par du métal en fusion coulé dans sa gorge. Même s'il s'agissait d'une mort rapide, elle n'était certainement pas indolore. Les habitants ont dit que justice avait été rendue ce jour-là, et que le corps avait été enterré dans une tombe anonyme et peu profonde. Étant donné qu'Andy et Mary Kay Winfield étaient également originaires de Virginie, beaucoup ont donc émis l'hypothèse que l'esprit de Cassidy était revenu pour punir les responsables de sa mort. Certains pensent qu'il se sert de ces bonbons emblématiques comme d'un moyen de tourmenter les descendants de ses accusateurs. Le nom de H.H. Cassidy expliquerait donc le nom de la marque sur les emballages. Une autre théorie populaire évoque généralement l'histoire de Jack O'Lantern, basée sur le mythe irlandais. L'histoire raconte qu'un homme connu sous le nom de Stingy Jack a trompé le diable à plusieurs reprises, ce qui a entraîné son bannissement de l'enfer ainsi que du paradis. L'homme, contraint de parcourir la terre pour l'éternité, aurait allumé un navet avec du charbon et l'utiliserait depuis lors pour s'éclairer sur son chemin. L'histoire, clairement ancrée dans la tradition d'Halloween et le fait de sculpter des citrouilles lanternes, a également été utilisée pour expliquer le mystère des bonbons H.H. Sweets. Stingy Jack, comme on l'appelle, serait à la recherche d'âmes pour le rejoindre dans son châtiment éternel. Le bonbon qui brûle la tête de ses consommateurs les transforme en Jack-o'-lanterne vivante. Cela expliquerait le décès enflammé des victimes ainsi que le lien avec la date du 31 octobre. En conjonction avec le récit de Stingy Jack, certains concluent que les bonbons sont l'œuvre du diable lui-même, tourmentant les célébrateurs sans méfiance simplement pour son bon plaisir. Un jeu plutôt malsain certes, mais là encore les méfaits imputés au diable sont monnaie courante lors de la célébration d'Halloween. Quant à cette théorie, elle dit que le label HH signifierait Hell's Hot Fest, ou une autre variante de l'anglais, Hell. Malgré ces différentes histoires sur ces confiseries, il existe une explication beaucoup plus fondée à laquelle de nombreuses personnes adhèrent. Plutôt que de lire une signification mythologique dans le nom H.H. Sweets, certains concluent que la marque est précisément ce qu'elle prétend être, une entreprise qui fabrique des bonbons. Le mobile de ces crimes reste dans l'ensemble encore un mystère, mais cette théorie élimine les allégations de fantômes et de démons, suggérant à la place que quelques personnes ont été prises pour cible avec la volonté de les tuer grâce aux bonbons. En fin de compte, aucune théorie n'est correcte, du moins aucune qui puisse être confirmée par des moyens traditionnels. Un bonbon qui est, faute d'un meilleur terme surnaturel, ne peut être expliqué que par le surnaturel, ce qui rend extrêmement difficile la vérification des informations le concernant. Si vous souhaitez éviter le résultat macabre de la consommation de ces bonbons, il est conseillé de toujours vérifier les bonbons d'Halloween de vos enfants. Mieux encore, évitez complètement le traditionnel des bonbons ou un sort. Ou alors, si vous êtes très méfiant, il serait peut-être préférable d'oublier complètement Halloween. Une douce nuit d'Halloween, un jeune garçon marchait seul dans quelques allées de maison. Habillé en fantôme, il sonnait à la porte de chaque résidence et criait joyeusement « Des bonbons ou un sort !» Normalement, tout le monde lui offrait quelques friandises pour lui faire plaisir. Mais l'enfant ne devait pas aller plus loin. Il était jeune et ne pouvait que sonner dans les maisons qui étaient dans sa rue. Arrivé à la dernière maison, il regarda son petit sac qui représentait une citrouille. La chasse avait été bonne. Il fixa sa maison tout au bout de la rue, et puis il se dit qu'après tout, 1 ou 2 maisons de plus, ça n'allait pas lui faire de mal. Et il n'aurait qu'à dire à ses parents que les gens avaient été généreux avec lui sur les bonbons. Sans peur, il traversa la route pour rejoindre une autre rue.
Mais ce qui devait être l'affaire de quelques maisons se transforma en plus d'une vingtaine, les minutes devenant des heures, les mètres devenant des kilomètres. Au bout du compte, après une porte se refermant et quelques bonbons récoltés, le garçon eut un sursaut. Il était allé trop loin. Il regarda à droite et à gauche et il ne savait pas où il était. Cette rue ne lui disait absolument rien. Plus personne n'était dehors, plus aucun bruit. L'enfant était d'un seul coup tétanisé, mais il prit son courage à deux mains et longea doucement les bâtiments et maisons, essayant de retrouver son chemin en se basant sur les souvenirs qu'il avait. Mais seulement, il arriva un moment où il ne se souvenait plus par où il était passé. Le gamin était bel et bien perdu. Des larmes coulaient sur ses joues et tombaient sur le sol. On pouvait même les entendre tant la nuit était calme ce soir-là. Il criait, mais personne ne l'entendait. Après quelques minutes, l'enfant sécha ses larmes. Il y avait une personne devant lui, à une vingtaine de mètres. Il ressemblait vaguement à un homme, très blanc. Il était chauve et ses yeux n'avaient aucune couleur. Enfin, ils étaient noirs. L'homme était vêtu d'une longue robe blanche elle aussi, avec de longues manches cachant ses bras et ses mains. Il leva le bras en direction de l'enfant. Il tenait une bougie qui brillait dans la nuit noire. Il s'avança lentement vers l'enfant, ce dernier reculant petit à petit. Toujours la bougie au bout de sa main. L'homme mystérieux, fixant le gamin apeuré dans les yeux, s'avançait de plus en plus vite. Le garçon, une décharge d'adrénaline montant dans son corps, s'enfuit tout à coup, courant de toutes ses forces loin de l'étrange personnage qui continuait à marcher lentement. Chaque fois qu'il tournait la tête pour regarder si l'homme le suivait, il était bien derrière et semblait pourtant toujours marcher lentement. La poursuite dura bien quelques minutes, au bout desquelles l'enfant s'arrêta net. Un cul-de-sac lui barrait la route. En se retournant, il le vit. L'homme était devant lui, tendant toujours sa bougie, et s'avançait doucement. En reculant, le garçon percuta le mur. C'en était terminé. L'homme s'abaissa pour le voir droit dans les yeux, leva sa bougie et souffla la flamme qui s'éteignit. Ce fut la dernière fois qu'on vit l'enfant. Prenez garde le soir d'Halloween à ne pas vous perdre dans la rue. Sinon, le souffleur de bougies vous en fera payer le prix fort. Je voulais partager avec vous une expérience paranormale étrange qui m'est arrivée quand j'étais enfant. J'ai grandi en Amérique latine, dans un village perdu au cœur des montagnes, entouré de mystères et de beauté naturelle. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée lors de mes vacances chez ma tante Rosa, et elle m'a marquée à jamais. À l'époque, j'étais une petite fille curieuse et intrépide, et je passais mes journées à explorer les bois et à m'émerveiller devant la magie de la nature. Mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai vécu lors de notre voyage de retour. Ma mère, ma tante et moi étions en train de rentrer à Bucaramanga. La nuit était tombée, et la route sinueuse à travers les montagnes était sombre. Nous étions en voiture, et j'étais assise à l'arrière, observant les étoiles à travers la fenêtre. Les phares illuminaient la route devant nous, et tout semblait on ne peut plus normal. Soudain, ma tante Rosa a éteint les phares, plongeant la route dans l'obscurité totale. J'étais terrifiée, mais elle semblait savoir ce qu'elle faisait. Elle a pris un détour et ma mère a couvert mes yeux avec ses mains pour que je ne voie rien. J'étais beaucoup trop curieuse, et à travers les interstices entre les doigts de ma mère, j'ai vu quelque chose de véritablement étrange. Sur la route où l'on aurait dû passer, une procession funéraire bizarre se déroulait. De nombreuses silhouettes encapuchonnées vêtues de longues capes sombres semblaient flotter au-dessus du sol. Elles ne marchaient pas, mais elles glissaient silencieusement, comme des fantômes. Leurs visages étaient cachés sous les capuches, et une aura mystérieuse émanait d'elles. C'était comme si j'assistais à un rituel ancien, à une procession d'âmes perdues. Mon cœur battait à la chamade, et la peur m'envahissait. Mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette scène surréaliste. Rosa a fini par rallumer les phares, et la procession disparut aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Ma mère et ma tante échangèrent un regard troublé, mais elles ne dirent rien. Le reste du voyage se fit en silence, et je restais perdue dans mes pensées. Cette nuit m'a marquée à jamais, et c'est depuis lors que ma fascination pour le paranormal a commencé.
Si vous avez des expériences similaires ou des idées sur ce que j'ai pu voir cette nuit-là, je serais ravie de les entendre. J'ai fait un bond en arrière alors qu'une entité géante émergeait de l'épaisse fumée. Elle m'a dévisagé, puis elle m'a dit « Je suis le génie de la lampe. Tu m'as libéré. Et pour cela, je vais t'accorder un vœu. Mais je me dois de te prévenir. Réfléchis bien avant de souhaiter quelque chose. » Mon appréhension s'est doucement changée en satisfaction. Mon Dieu, c'est vraiment en train de m'arriver, me suis-je dit. Sans hésitation, j'ai fait mon souhait. Fais de moi l'homme le plus riche du monde. Ton vœu est exaucé. Demain, quand tu te réveilleras, tu seras l'homme le plus riche du monde. Et pouf, il a disparu. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. J'ai fait plein de rêves, tous des plus agréables. J'étais certain que quand je me réveillerais le lendemain, mon misérable studio se serait transformé en un véritable palace. Mais malheureusement pour moi, ce n'était pas le cas. Je me suis réveillé dans le même vieux studio délabré dans lequel je vivais depuis 3 ans. Je me suis effondré. C'était qu'une blague cruelle. Finalement, je me suis calmé et j'ai décidé d'aller travailler. Mais alors que je mettais le pied dehors, j'ai été incroyablement choqué. Il y avait des cadavres partout. Tous mes voisins étaient morts. Alors que je déambulais dans les rues, j'ai découvert qu'à part plusieurs sans-abri, ce n'était pas que mes voisins. Tout le monde était mort. Puis, j'ai enfin réalisé que j'étais vraiment devenu l'homme le plus riche du monde. N'avez-vous jamais eu peur du noir ? N'avez-vous jamais eu l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de vous ? Tout le monde connaît ça la nuit. Quand tout est calme et sombre, les bruits nous semblent étranges, sinistres et effrayants. Nous nous sommes déjà tous imaginé un monstre dans la maison en entendant le parquet grincer ou le vent qui souffle dehors. Cependant, je pense qu'on s'est tous posé la question lorsqu'on entend ces bruits. Est-ce que j'ai rêvé ou pas ? C'est vrai, on croit parfois entendre des choses. Et quelques secondes après, on se demande si on les a vraiment entendus. De même, la nuit il nous arrive souvent d'imaginer une forme se détacher de l'obscurité et s'avancer lentement d'un pas nonchalant vers le lit. Le moindre grincement, le moindre bruit banal de jour devient cette nuit-là une hideuse créature. Mais justement, qu'est-ce qui nous prouve que ce sont juste des bruits ? Vous allumez la lumière et il n'y a rien. Mais il reste toujours une parcelle d'ombre, comme derrière un meuble, sous l'armoire, ou même sous le lit. Et la nuit, vous réentendez ces bruits. Vous vous dites, ça m'a déjà fait le coup. J'ai allumé la lumière et il n'y avait rien. Sauf que là, le cliquetis se fait plus insistant. Doucement, de légères griffes s'agrippent aux barreaux de votre sommier et une étrange forme se hisse lentement. Son crâne chauve et couvert de rides surplombe un visage creux. Ses yeux sortent de ses orbites et vous dévorent des pupilles. Tandis que de sa bouche où se dessine un sourire, un petit filet de bave s'écoule. La créature a trouvé son repas. Cette nuit, de nouveau, vous entendez le cliquetis. Mais êtes-vous sûr d'avoir rêvé ? Je devais avoir 4 ou 5 ans. À l'époque, il n'y avait pas de douche dans notre appartement, seulement une tous les 3 étages, et notre mère nous emmenait souvent à l'établissement de bain public le plus proche pour nous laver. Un jour, en rentrant chez nous, nous passions près d'une rue remplie de logements sociaux. Nous avons pu y apercevoir 2 policiers à l'entrée d'une des maisons. Ils semblaient tenter de rassurer une femme qui criait quelque chose. Ma mère et moi nous sommes regardés, surprises et quelque peu inquiètes. Mais comme la police était là, nous sommes dit que ce n'était rien de grave et sommes rentrés chez nous. Le lendemain, ma mère est repassée par cette même rue pour discuter avec une de ses connaissances. Celle-ci s'avérait être la voisine de la femme qui criait la veille. D'après la connaissance de ma mère, la femme n'occupait le logement que depuis quelques jours, moins d'1 semaine à vrai dire. Le 3e jour après son emménagement, des choses étranges ont commencé à se produire dans sa chambre. Au milieu de la nuit, elle s'est réveillée en entendant des bruits de pas. Puis une sorte de ricanement a retenti.
Elle a entrouvert les yeux et remarqué la présence de silhouettes qui couraient dans la pièce. Une fois ses yeux habitués à l'obscurité, elle a pu observer 3 enfants et une femme adulte qui semblait être leur mère. Cette dernière était recroquevillée, la tête penchée et elle semblait supplier quelqu'un. Elle a ensuite porté ses mains à son visage, comme pour se protéger d'un coup. Doucement, elle a tourné la tête vers la locataire et lorsque leurs yeux se sont croisés, celle-ci s'est évanouie. Elle en a brièvement parlé à ses voisins le lendemain, croyant encore que ce n'était qu'un simple cauchemar. Mais la femme et ses enfants sont réapparus le lendemain, et le jour suivant, durant lequel une sorte de brume a semblé envahir la maison. Une fois celle-ci dissipée, 4 corps étaient allongés sur le sol, inanimés. La locataire s'est mise à hurler, ce qui a alerté le voisinage et la police a été appelée. Quelques jours plus tard, la chambre a été fouillée et une partie du plancher en bois qui contrastait étrangement avec le reste fut retirée. Sous le bois, les restes de 4 personnes furent retrouvés, 3 enfants et une adulte. Après son arrestation, l'ancien occupant de la maison fut longuement interrogé. Il avait menti, disant à tout le voisinage que son ancienne femme l'avait quitté et était partie avec les enfants. Il travaillait dans des chantiers et avait usé de ses connaissances et du matériel professionnel pour enfouir toute trace de son crime. J'y repense souvent. Nous passions souvent par cette rue. Peut-être que j'ai croisé cette femme et ses enfants. J'espère qu'ils reposent en paix. En juin 1972, une femme apparaît dans un hôpital seulement vêtue d'une robe blanche couverte de sang. En soi, ce n'était pas vraiment surprenant car les gens avaient quelquefois des accidents dans les environs et arrivaient dans l'hôpital le plus proche pour des soins. Mais il y avait 2 choses qui ont fait que les gens qui l'ont vue ont fui et vomi de terreur. La première était qu'elle n'était pas exactement humaine. Elle ressemblait beaucoup à quelque chose comme un mannequin, mais elle avait la dextérité et la fluidité d'un humain normal. Sa figure était aussi parfaite que celle d'un mannequin, dépourvue de sourcils et sans trace de maquillage. C'est l'autre raison pour laquelle les gens vomissaient et fuyaient de terreur. On aurait dit qu'elle avait un chaton coincé entre les dents. Sa mâchoire était serrée tellement anormalement qu'on ne pouvait plus voir ses dents. Le sang sortait par jets sur sa robe blanche et sur le sol. Elle l'a alors tiré puis lancé doucement sur le côté avant de s'effondrer. À partir du moment où elle a posé un pied dans l'entrée, jusqu'à ce qu'elle soit prise dans une salle de soins et nettoyée avant d'être endormie, elle était totalement calme, sans expression et immobile. Les docteurs ont pensé meilleur de la maîtriser jusqu'à ce que les autorités arrivent. Et elle n'a pas protesté. Ils ont été incapables d'avoir une quelconque réponse de sa part, et la plupart du personnel se sentait trop mal pour la regarder en face plus de quelques secondes. Mais à la seconde où le personnel a essayé de l'endormir, elle s'est battue avec une force extrême. 2 membres du personnel l'ont tenue fermement alors que son corps se soulevait du lit, avec cette même expression vide. Elle a tourné ses yeux vides d'émotion vers le docteur et a fait quelque chose d'inhabituel. Elle a souri. Dès qu'elle l'a fait, l'infirmière a hurlé et est sortie à cause du choc. Dans la bouche de la femme, ce n'étaient pas des dents humaines, mais de longs pics aiguisés, trop longs pour que sa bouche se ferme entièrement sans causer de dommages. Le docteur l'a fixée pendant un moment avant de demander « Bon Dieu, mais qu'est-ce que tu es ?» Elle a craqué son cou, jusqu'à son épaule pour l'observer, toujours souriante. Il y a eu un long silence. La sécurité avait été avertie, et son arrivée pouvait s'entendre dans l'allée. Dès qu'elle les a entendus, elle s'est précipitée sur le docteur, lui enfonçant ses dents dans sa gorge, déchirant sa jugulaire et le laissant tomber sur le sol, le souffle court, alors qu'il s'étouffait dans son propre sang. Elle s'est levée et s'est appuyée au-dessus de lui, sa figure s'approchant dangereusement. Puis, elle s'est rapprochée et a murmuré dans le creux de son oreille. « Je suis Dieu. » Les yeux du docteur se sont emplis de terreur, alors qu'il la voyait marcher calmement pour accueillir les hommes de la sécurité. Sa dernière vision fut la créature festoyant d'eux, un par un. L'infirmière qui a survécu la nomma la sans expression, ou le mannequin avec des dents. On ne l'a jamais revu.
C'est vraiment une douleur cinglante. Elle vient comme ça, sans prévenir. Je ne sais plus combien de médecins j'ai vus. Des migraines? Les antalgiques ne font rien. Des céphalées de tension? Bah voyons, je vais bien la plupart du temps. Mais ça me frappe soudainement. Ça me frappe juste derrière l'œil. Ça m'attaque comme une sorte de petit démon qui poignarderait ma rétine avec un pic à glace. Il arrive sans prévenir, sans pitié et sans remords. Il m'a attaqué alors que j'étais au volant. J'ai percuté une voiture qui était garée plus bas, et ça m'a valu d'être poursuivi en justice. Ce n'est vraiment pas juste. Ce n'était pas ma faute. Quand il m'attaque, mes yeux larmoient et mon nez coule. Je n'y vois plus rien, moi. Tout ce que je ressens, c'est cette douleur perforante, furieuse, comme s'il essayait de m'arracher l'œil. C'est arrivé une fois à mon travail. J'ai crié, et tout le monde pensait que j'étais fou. Il m'aura suffi d'un unique écart par rapport à la norme pour qu'on me colle l'étiquette de cinglé. Personne ne me comprend. Je ne peux plus dormir, je ne peux plus travailler, je ne peux plus conduire non plus. J'attends juste que le démon attaque. J'ai essayé des traitements, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Les antibiotiques contre la douleur, les médicaments contre les crises, le yoga, la méditation, tout. Tout. J'ai tenté toute la pharmacie. Et puis, j'ai expérimenté la marijuana, le percocet. Mais il se moque des analgésiques. Et je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre avec du percocet. Depuis, mes parents pensent que je suis un criminel. Mais ce n'est pas ma faute. Il arrive. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais il revient toujours. L'anticipation est presque pire que lorsque je suis poignardé. Toute la journée, j'attends le démon. Parfois il vient, parfois il ne vient pas. Je crois qu'il se moque de moi. Un médecin m'a dit que c'était un mal de tête de type pic à glace. Et c'est ce qu'on ressent. C'est un démon avec un pic à glace qui me poignarde. Je le déteste. Je pensais pouvoir le frapper en réponse. Je ne voulais pas le laisser faire sans me battre, vous voyez. Alors j'ai pris mon propre pic à glace. J'ai pris mon propre pic à glace et je me suis arraché l'œil. Vous imaginez? Ça a arraché l'œil. Mais ça n'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé du tout. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Me suicider? Peut-être. Mais peut-être que je pourrais me débarrasser du démon en lui trouvant un nouvel hôte. Peut-être qu'il aimerait quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il s'en ira. Et je serai libre. Je retrouverai ma vie. Je sais que ce n'est pas juste, mais toute cette histoire ne l'est pas pour moi non plus. Peut-être que si quelqu'un d'autre ressent un pic à glace dans son œil, il comprendra. Peut-être que le démon ira vers cette personne. De toute façon, tu es là pour ça. Je suis désolé, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. S'il te plaît, arrête de te débattre. Ça ne fera qu'empirer les choses. Chaque année, j'avais pour habitude d'aller dans un parc près de chez moi pour fêter la floraison des cerisiers. Je n'avais pas pu m'y rendre les 2 années précédentes. La première fois, c'était parce que je venais d'accoucher, et la suivante, c'est parce que ma fille était trop petite pour m'y accompagner. Elle venait de fêter ses 2 ans, et elle était déjà capable de me suivre en courant, d'un pas encore hésitant. Elle cherche encore son équilibre. Depuis peu, elle commençait à parler en phrases, et son vocabulaire grandissait de jour en jour. Je l'entendais souvent tenter d'exprimer quelque chose, ou de répéter des mots ou des phrases qu'elle avait entendues à la télé. La semaine dernière, elle avait entendu au journal télévisé que les cerisiers fleurissaient dans notre région, et elle m'avait plusieurs fois répété « Maman, les cerisiers sourissent, je veux voir ». J'ai cru qu'elle confondait avec le verbe fleurir, alors le jour suivant, je l'ai amenée au parc pour lui montrer les cerisiers en fleurs. Ce parc est à environ 10 minutes de marche, on s'y était déjà rendu en hiver, et j'appréciais sa capacité à être le reflet de la beauté de chaque saison. Les floraisons de ces arbres étaient réputées dans notre quartier, et quand nous y sommes arrivés, il y avait déjà du monde. De nombreuses personnes avaient profité de la douceur de cet après-midi de printemps pour sortir. C'était un endroit très plaisant le jour, mais la nuit, pour une raison qui m'est inconnue, l'ambiance change totalement. On pourrait croire que les personnes aimeraient y rester une fois le soleil couché pour partager un repas ou discuter, mais à ces heures-là, le parc est totalement désert. Il y avait plusieurs rumeurs selon lesquelles une sorte d'infrastructure militaire avait occupé cet espace avant qu'il ne devienne un parc. Beaucoup de personnes y auraient perdu la vie dans des circonstances affreuses, notamment des enfants,
Mais le secret entourant ce lieu avait effacé toute information, ne laissant que les rumeurs. Je ne suis pas du tout sûre de la véracité de ces histoires. Ce sont juste des choses qui se disent sur Internet et entre voisins. Je comprends cependant ce qui a pu les causer. Il est vrai que ce parc est quelque chose de sinistre, de froid, qui n'apparaît pas tant que les rayons du soleil le touchent, mais qui fait surface la nuit. C'est pour cela que j'ai pris soin d'arriver au parc tôt, vers midi. Les fleurs de cerisier étaient magnifiques, offrant leur teinte de rose et de blanc au regard des passants. Ma fille faisait bonjour de la main aux fleurs, sautillant et les regardant comme elle aurait regardé un potentiel partenaire de jeu de son âge. « Regarde comme elles sont jolies, elles sont en pleine floraison », lui ai-je dit, en pointant les fleurs les plus proches. « Maman, les visages nous sourissent. » Je ne comprenais pas. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par visage, essayant de comprendre si elle parlait des fleurs. Elle a secoué la tête, pointant son doigt vers l'un des cerisiers. « Visages, les visages des cerisiers, ils nous sourissent. Leurs visages nous sourissent, maman. Ils nous regardent tous. » Je sentis un frisson parcourir mon corps. C'était donc bien ça. Il arrivait parfois à ma fille de regarder dans le vide, de faire des signes à des choses invisibles, ou d'être soudain effrayée et se cacher derrière moi alors que nous étions seuls. Je me suis plusieurs fois demandé si elle voyait des choses qui m'étaient imperceptibles. J'y repense souvent. Peut-être que ce jour-là, en regardant les cerisiers en fleurs, ma fille a pu voir de nombreux visages lui sourire. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais un rituel étrange. En fait, on pourrait même dire que c'était terrifiant et que j'étais complètement cinglé. Pour tout expliquer depuis le début, j'avais des poupées en porcelaine. Certaines m'avaient été offertes et d'autres m'avaient été données par ma sœur. Quoi qu'il en soit, j'avais une peur bleue de ces poupées. J'étais terrifié à l'idée qu'elles prennent vie pour me tuer. Bien sûr, avec le recul, ça semble totalement stupide. Pourtant, je vous assure qu'à l'époque, j'en faisais des cauchemars. Et j'étais incapable de les jeter ou même de les mettre dans un carton à la cave. Car j'étais persuadé qu'elles reviendraient pour se venger et que tant que je les gardais dans ma chambre, je serais dans leur bonne grâce. Bref. Tout ça pour dire que j'avais donné un nom à chaque poupée. Il y en avait 8 au total. Et que chaque nuit, je leur disais bonne nuit individuellement avant d'éteindre la lumière. Puis rapidement, j'ai eu peur que les autres objets de ma chambre soient jaloux. Alors j'ai donné un nom aux figurines, aux peluches, etc., etc. Et chaque nuit, je passais au moins 5 minutes à leur souhaiter une bonne nuit. Ça va vous sembler idiot, mais j'étais persuadé que si j'oubliais un soir, l'un de ces personnages se vengerait. Un soir, après ce rituel, qui devenait de plus en plus ennuyeux, je dois l'avouer, j'ai éteint la lumière et je me suis caché sous ma couette pour m'endormir. Puis, j'ai entendu un bruit étrange, une sorte de grattement. J'ai allumé précipitamment ma lumière, et alors que je m'attendais à ce que le bruit s'arrête, il a continué. Tendant l'oreille, j'ai réalisé que le bruit venait du dernier étage de la bibliothèque où se trouvaient quelques-unes de mes poupées en porcelaine. Le grattement s'est arrêté brutalement. Sur le moment, j'étais persuadé que c'était l'une des poupées. Alors je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, si j'avais oublié de souhaiter bonne nuit à l'une des poupées. J'ai donc recommencé le rituel du début en expliquant aux personnages de ma chambre d'enfant que j'étais désolé si j'avais oublié de leur souhaiter une bonne nuit. Toujours effrayé, j'ai éteint la lumière. Le grattement a repris. J'ai rallumé la lumière, la peur au ventre, et cette fois-ci, j'ai appelé ma mère. Elle est arrivée dans la chambre. Sur le coup, je me suis demandé si la poupée gratteuse se vengerait puisque j'avais fait appel à ma mère, mais j'avais besoin d'être rassuré. « Il y a du bruit en haut du mur !» ai-je dit d'une voix tremblante. Ma mère m'a alors souri et s'est assise au bord de mon lit. Ne t'en fais pas. Ça doit être un oiseau sous le toit. Des fois, il passe par la chaudière et on les entend. Il a peut-être fait un trou sous la tuile pour entrer dans le grenier. J'irai voir demain dans les tuyaux. A-t-elle dit. Et comme tout enfant qui croit aveuglément ses parents, j'ai pu m'endormir totalement rassuré. Par la suite, j'ai repensé à cette histoire en me disant que j'avais dû être à moitié endormi et que rien n'était vraiment arrivé. Puis il s'est passé quelque chose de vraiment étrange. Quelques années plus tard, je suis monté dans le grenier pour chercher un jeu de société auquel on jouait avec mon frère quand j'étais plus petit. J'ai ouvert les cartons, je les ai déplacés afin d'accéder aux plus anciens, puis j'ai remarqué quelque chose sur le sol. Il y avait une tache sombre sur les lattes du parquet, au moins aussi grande que ma main, et aussi des marques assez profondes de griffures. Ça n'avait rien d'une griffure d'ongle humain.
On aurait plutôt dit des griffes longues et pointues. En essayant de me repérer dans l'espace de la maison, j'ai réalisé que c'était l'endroit où se trouvait ma bibliothèque quelques années auparavant. Oubliant le jeu, je suis descendu voir ma mère qui travaillait dans son atelier. Je lui ai raconté ce que j'avais vu et j'ai repensé à cette nuit plusieurs années auparavant, et au grattement que j'avais entendu. Ma mère s'est mordie les lèvres et elle a eu l'air inquiète. Elle a d'abord prétendu ne pas s'en souvenir, puis elle m'a finalement avoué qu'elle s'était immédiatement rendue dans le grenier ce soir-là, car il n'était pas très tard, 21h dans son souvenir, et qu'en ouvrant la porte, elle avait senti un courant d'air, et qu'elle avait entendu un mouvement, comme si quelque chose était en train de pousser les cartons pour faire son chemin. Elle allumait la lumière, mais elle n'a rien vu. Elle a un peu avancé dans le grenier, puis elle a finalement compris d'où venait le vent, juste au-dessus de ma chambre. L'isolant avait été déchiré et il manquait des tuiles au toit. Elle a immédiatement appelé la police. Et le lendemain, alors que j'étais à l'école, une agence est venue réparer le toit. Puis, plus rien d'étrange n'est arrivé. Alors on n'en a jamais reparlé. J'ai frémi d'horreur. Et j'avoue qu'en racontant cette histoire, en imaginant ce qui avait gratté le parquet au-dessus de ma chambre cette nuit-là, ça m'arrive d'avoir du mal à trouver le sommeil.